Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous tenterons de comprendre ensemble ce qu'est l'art lending. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau Édouard Chalmel-Durosier, le président fondateur de Buy Art. Et enfin, dans la troisième partie de cette émission, dans Enjeux Patrimoine, nous reviendrons sur le nouveau taux d'usure publié début janvier pour les crédits immobiliers. Celui-ci va-t-il donner une bouffée d'air supplémentaire pour les dossiers instruits actuellement au sein des banques? Nous en parlerons avec Xavier Lacombe, cofondateur d'Artémis Courtage. A tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine pour cette première édition de 2023. Et c'est l'heure des bilans. On fait les bilans de ce qui s'est passé en 2022. Toutes les maisons de vente font les comptes de ce qui s'est passé l'année passée. Et si on regarde la tendance générale, on remarque que la plupart des maisons de vente ont enregistré de très belles progressions. Les acheteurs ont été au rendez-vous. Le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça ne semble pas avoir eu de conséquences sur le marché de l'art. Et alors, si on regarde un peu plus en détail, Sybille, quel est le classement ? Alors, à l'échelle mondiale, c'est Christie's qui bat tous les records avec un total des ventes qui atteignent 8,4 milliards de dollars. Un résultat qui est en progression de 17% cette année par rapport à 2021. Ce montant inclut les ventes privées réalisées par la maison de vente qui ont aussi progressé en nombre. Bien sûr, cette année, il y a eu la vente de la collection Paul Allen qui a beaucoup tiré ce résultat vers le haut. Les vacations ont atteint 1,6 milliard de dollars. Et Christie's était aussi à l'initiative de la vente du tableau le plus cher du XXe siècle, jamais vendu. C'est l'œuvre de Andy Warhol intitulée Shot Sage Blue Marilyn, réalisée en 1964. Cette œuvre a été vendue pour 195 millions de dollars. On se souvient de la vente de la collection Paul Allen. Vous nous en aviez parlé dans cette émission. Juste en dessous de Christie's, Sybille, on trouve un autre nom bien connu, Sotheby's. Tout à fait, c'est Sotheby's qui arrive en deuxième position avec un résultat de 8 milliards de dollars, en progression aussi de 9,6%. Quant à Philips, la maison se situe toujours en troisième position, malgré une progression de 30% des résultats des ventes. Celles-ci atteignent 1,3 milliard de dollars de résultats. Alors, si on regarde à présent dans l'Hexagone, si on réduit la lunette sur simplement la France, est-ce qu'on retrouve le même trio en tête, Sybille ? En tout cas, le même top 2. Donc, si on reste vraiment là pour le coup sur les ventes publiques et si on prend en considération les frais, on retrouve Christie's qui est en première position avec des ventes qui totalisent 492 millions d'euros. Avec ce résultat, Christie's France enregistre la meilleure année de son histoire. Ça dépasse même l'année 2009, année de la vente de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Berger. En 2022, le chiffre des ventes de la maison de François Pinault progresse de 20% par rapport à 2021, alors même que le nombre des ventes, elles, diminue. Donc c'est bien pour montrer que les œuvres d'art sont des belles œuvres d'art qui sont en vente. Christie's détient aussi d'ailleurs le record de la vente aux enchères en France, avec Femme qui marche d'Alberto Giacometti, adjugé pour 27,2 millions d'euros. Donc voilà, c'est le record de l'enchère. Ensuite, on a Sotheby's qui se retrouve juste en dessous, avec un total des ventes de 449 millions d'euros. Leur année a été marquée par la vente de la collection de l'Hôtel Lambert, qui a mis un coup de projecteur sur l'art décoratif français du XVIIIe siècle. Et enfin, la Art Curial, maison française qui se positionne en troisième rang, qui enregistre aussi sa meilleure année depuis sa création. Et ça tombe bien parce qu'elle fête les 20 ans de sa création. Art Curial totalise 216 millions d'euros. Alors, si on continue avec les bilans, ou en tout cas les éléments marquants de l'année 2022, Sybille, vous nous parlez souvent de résultats de vente, mais 2022 a aussi été marqué par des préemptions. Exactement, les musées ont été particulièrement actifs cette année. On compte une quarantaine de préemptions pour Art Curial, une trentaine pour Christie's France, une dizaine pour Sotheby's France. Alors voilà, c'est cette foison de préemptions qui tire aussi les ventes
En France, on se souvient de La Vierge et l'Enfant, réalisé par Michel Colombe, vendu pour 4,69 millions d'euros. 4,69 millions d'euros. 69 millions d'euros sur le marteau de Rémy Le Fur à Drouot. Elle a été préemptée par le musée du Louvre et cette sculpture est considérée comme un chef-d'œuvre de l'école française du XVIe siècle. Si je comprends bien, alors c'est un premier bilan, j'imagine qu'il y en aura d'autres, Sybille, mais on est quand même face à des résultats qui montrent le dynamisme de la France aujourd'hui. Exactement. Alors, toutes les maisons de vente mettent en avant le dynamisme de la place parisienne dans leur bilan. Une place parisienne qui attire particulièrement les acheteurs du monde entier, mais aussi des collections prestigieuses. Je vous ai parlé de l'Hôtel Lambert. Il y a aussi eu la collection Hubert de Givenchy. À cela s'ajoute l'effet du Brexit. Pour éviter certaines taxes, certaines maisons de vente aux enchères préfèrent faire des ventes à Paris plutôt qu'à Londres. Et voilà une conclusion aussi de Christie's dans un communiqué qui note que ces ventes phares s'inscrivent dans le contexte favorable d'une scène parisienne en pleine effervescence dans toutes les catégories du marché, de l'art classique à l'art contemporain. Alors là, la grande question, c'est jusqu'où va aller cette croissance ? Est-ce que 2023 va continuer à être aussi dynamique malgré un contexte mondial délicat. Guillaume Sirouty, qui est le PDG de Christie's, l'a bien noté. Il a ajouté lors de sa présentation que le marché de l'art semble parfois danser sur un volcan et je ne veux pas que Christie's semble oublier ce qui se passe dans le reste du monde. À suivre donc ensemble durant cette année 2023. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour ces actualités du monde de l'art cette semaine et nous avons le plaisir de recevoir ensemble, Sybille, Édouard Chalmel-Durosier, président fondateur de Buy Art. Bonjour Édouard Chalmel-Durosier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez nous expliquer à tous les deux ce qu'est l'art lending, puisque au sein de Buy Art, il y a une division qui s'appelle Buy Art Lending qui propose des prêts garantis par des œuvres d'art. C'est ça, l'art lending, c'est de déposer une œuvre d'art en caution pour obtenir un prêt financier ? Exactement ça. C'est exactement ça. C'est répondre à un besoin des acteurs du marché de l'art en principal, et puis plus globalement à tous les porteurs de projets qui ont des œuvres d'art à mettre en contre-garantie, qui ont peu ou pas accès à la dette bancaire classique. Et donc qui ont cette solution d'apporter en contre-garantie d'un financement une œuvre d'art. Alors, petite question quand même peut-être naïve, mais on a tendance à considérer que quand on est propriétaire d'une œuvre d'art, on a les moyens. Ça arrive d'avoir besoin d'un prêt, de ne pas avoir accès à un système bancaire classique ? Alors, on est propriétaire d'œuvres d'art, pardon ? Bien sûr, il y a deux catégories. Il y a les acteurs du marché de l'art, c'est-à-dire les galeries d'art, et les porteurs de projets, donc le wealth management. Dans la première catégorie, les galeries d'art, elles ont un besoin en financement auquel les banques ne savent peu ou pas répondre, parce que l'univers bancaire est assez fermé, pour les raisons de Bâle 3, etc. Et il est compliqué pour elles de prêter à des galeries d'art. Donc, statistiquement, il y a 54% des galeries qui estiment qu'elles n'ont pas assez accès à la dette bancaire. Et donc, pour répondre à ce besoin, on leur propose cette solution qui leur permet soit d'acquérir des nouvelles pièces, c'est-à-dire que les galeries d'art, surtout les galeries de second marché, ont besoin d'acheter un stock d'œuvres pour les années à venir, et elles ont peu de solutions de financement. Donc les solutions bancaires aujourd'hui sont limitées. Les alternatives qu'elles avaient jusque-là, je parle surtout de France et d'Europe, parce que aux États-Unis, l'art secure lending est très développé. En France et en Europe, la solution, c'était soit faire appel à des investisseurs privés avec qui elles co-achetaient les œuvres et avec qui elles partageaient le fruit de la vente, ou faire appel carrément à des investisseurs dans le capital de leur société pour leur permettre de se développer. C'est assez limitant, c'est contraignant, c'est un partage de la marge avec des investisseurs. Et pour répondre à cette problématique-là, on a importé cette solution d'art secure lending qui existe peu ou pas en Europe, alors que c'est très développé aux États-Unis. Justement, c'est un département qui est assez récent que vous venez de créer. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de le créer maintenant ? Est-ce qu'il y avait une volonté particulière ? C'est une réponse d'un besoin du marché. C'est-à-dire que Buy Art existe depuis 13 ans avec une première solution qui est le leasing d'œuvres d'art. C'est une solution qu'on propose aux galeries pour augmenter leurs ventes. Donc nos principaux interlocuteurs, c'est les galeries d'art. On a aujourd'hui 250 galeries avec lesquelles on travaille. Et ces galeries-là nous ont remonté le besoin qu'elles avaient en financement. C'est-à-dire, vous financez mes clients, c'est très bien, mais moi, j'ai des besoins de développement pour participer à des salons, pour acheter un nouveau pas de porte, pour acquérir des nouvelles pièces. Et les banques, aujourd'hui, ne me proposent pas de solution. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ? Donc, on a bossé pendant 2 ans et demi sur le sujet pour aboutir à cette solution d'art secure lending où on propose aux galeries d'art de mettre une œuvre en gage contre un financement.
Oui, parce qu'aux États-Unis, c'était très développé, mais en France, ça n'existait pas du tout, cette solution. Exactement, parce qu'aux États-Unis, en 1951, il y a un cadre juridique qui a permis de borner les choses et d'exercer cette activité dans un cadre réglementé. Donc aujourd'hui, enfin, les chiffres datent de 2019, donc avant le Covid, mais aux États-Unis, l'Art Secure Lending, c'est 1,7 milliard de volume par an, juste pour les acteurs du marché de l'art, et pour le wealth management, c'est-à-dire autre que les acteurs du marché de l'art, c'est 20 milliards. Donc c'est un marché qui est très important, alors qu'en Europe, il y a peu ou pas de solutions. Il y a quelques banques qui interviennent, notamment Neuflize, qui intervient sur ce sujet-là, mais de manière assez confidentielle. Et après, quelques acteurs qu'on peut retrouver en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Mais il y a un marché potentiel gigantesque et un besoin des galeries qui n'est pas adressé aujourd'hui. Alors du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment ça se passe. Donc si je suis une galerie, comment je me tourne vers vous et je vous propose déjà une œuvre d'art que je voudrais mettre en garantie. Comment ça se passe pour Alors, il y a un projet d'une part, l'opération. c'est-à-dire que les galeries viennent nous voir en disant j'ai un projet X ou Y d'acquérir une pièce, de refaire la galerie ou de financer tous mes salons de l'année. Donc il y a d'abord un projet initial et ensuite un besoin en financement. Donc ce financement, on l'adresse en leur proposant ce lending. On évalue ensemble dans le stock à disposition les œuvres qui pourraient être éligibles au lending. Donc c'est pas qu'une seule œuvre, ça peut être plusieurs œuvres. Ça peut être plusieurs œuvres. C'est un montant d'œuvres finalement. Exactement. D'accord. Et le nerf de la guerre, il est dans l'expertise. Oui. C'est-à-dire que la grande difficulté, elle est d'authentifier d'une part les œuvres et ensuite de les valoriser. Là, on a constitué un pool d'experts, chacun dans sa spécialité, parmi les meilleurs mondiaux, du précolombien jusqu'au super contemporain, bien qu'on se concentre sur le second marché. Qui vont expertiser les œuvres et ensuite les valoriser, avec une valorisation haut de base, comme on peut retrouver en maison de vente aux enchères. Nous, on va retrouver la valorisation, on va retenir la valorisation basse, et sur cette valorisation basse, on va exercer un haircut, donc une baisse de valeur de 50%. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est estimée 100 en valeur basse, on va retenir 50 en valeur de financement et on va financer 50 à la galerie. Vous parlez d'œuvres éligibles. Qu'est-ce que ça va être en particulier ? Ça va être les œuvres que les galeries ont à disposition. Quels critères vous allez regarder en premier ? Il y a un critère de valeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient une certaine valeur pour pouvoir correspondre à nos besoins. Donc c'est souvent des œuvres à plus de 50 000 euros. Et il y a un critère de liquidité que nous donne l'expert, c'est-à-dire qu'il faut que l'œuvre ait une certaine liquidité sur le marché et puisse être vendue si le galeriste ou le porteur de projet n'était pas en mesure de pouvoir rembourser son prêt. Donc ça veut dire qu'il va mettre en caution une œuvre qu'il aurait pu vendre facilement. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il ne peut plus vendre cette œuvre pendant la durée du prêt. Là, il faut que le galeriste ou la galeriste accepte de jouer le jeu vis-à-vis des œuvres qu'il aura mis en caution. Exactement. Alors pour la plupart des galeries, on avait fait une étude sur une cinquantaine de galeries parisiennes, parmi les principales galeries de second marché. Et sur 6 millions d'euros de chiffre d'affaires moyen, on avait 3 millions d'euros de stock dans la galerie. Donc il y a beaucoup de galeries qui gardent des œuvres pour attendre le bon moment pour les vendre. Soit le bon acheteur, soit un timing, soit une rétrospective, etc. Ça veut dire qu'on peut garder l'œuvre dans sa galerie. Et donc ils ont un stock dormant et nous on va utiliser ce stock dormant, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas prévu de... Alors il y a deux solutions, il y a du gage avec dépossession ou sans dépossession. On privilégie souvent le dépossession, c'est-à-dire que c'est nous qui allons garder les œuvres pendant toute la durée du financement, avec un accès aux œuvres pour les galeristes, s'ils ont besoin de les faire voir pour des clients, etc. Mais on privilégie, oui, la dépossession. Ce qui amène à une toute petite question de durée de prêt, quand même. Bien sûr. Combien de temps l'œuvre reste en caution ? Alors, c'est de 18 mois à 60 mois. Donc, c'est en fonction des besoins de la galerie qu'on estime ça. Et ça, c'est que pour des galeries. Est-ce qu'en tant que particulier, ça fonctionne ? Alors, nous, on travaille exclusivement en B2B. Donc, ça fonctionne avec un porteur de projet qui a une société sur laquelle il pourrait faire porter le financement. Mais bien sûr, là, les œuvres éligibles, après, l'expertise, etc., c'est encore un autre travail. Alors, c'est parfois assez simple. C'est-à-dire que le porteur de projet, quand il a toute la documentation nécessaire pour justifier l'authenticité de l'œuvre, il n'y a plus qu'à la valoriser pour l'expert. En revanche, pour certains, il y a tout un travail à faire d'expertise et qui est plutôt une bonne chose pour le collectionneur, parce que s'il n'a pas tous ces documents, si un jour il veut revendre l'œuvre, on fait ce travail en amont pour lui. Donc, quoi qu'il arrive, bien pour lui.
Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne rembourse pas son prêt? Il y a un moment, du coup, vous vendez l'œuvre à la place. Exactement, ouais. c'est une situation malheureuse auxquelles on espère ne jamais avoir besoin de recourir. C'est pas arrivé encore? Non, l'activité a vraiment démarré en 2021 avec un gros développement pour 2022. On a un pipe gigantesque. Et c'est pas encore arrivé, mais effectivement, si le galeriste ou le porteur de projet peut pas honorer sa dette, dans ce cas-là, on a la propriété de l'œuvre et on peut la remettre sur le marché. Et en termes de frais, ce serait combien à peu près de taux d'intérêt par rapport Alors, le taux d'intérêt pour le financement, oui. Alors, on est à 10% par an. En gros, donc on est moins une alternative à la dette bancaire qu'une alternative à l'investissement privé, à l'equity, donc à 10%. Merci beaucoup, Édouard Chalmel-Durosier, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous présenter ce mécanisme un peu particulier qu'on ne connaît pas bien en France, d'Art Lending. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Buy Art. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart, d'être venu nous présenter les actualités du monde de l'art et réaliser cette interview de Édouard Chalmel-Durosier. Merci à vous et on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous revenons ensemble sur le nouveau taux d'usure depuis le 1er janvier 2023. Un taux d'usure qui est à présent exactement même à 3,57% pour les crédits sur une durée de 20 ans et plus. Ce taux d'usure va-t-il apporter une bouffée d'air au marché immobilier ou en tout cas au crédit immobilier en cours? C'est la question que nous posons à Xavier Lacombe, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Xavier Lacombe. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors le sujet du taux d'usure est suivi depuis quelques mois maintenant, depuis que les taux pratiqués par les banques en matière de crédit immobilier ont commencé à augmenter, eux-mêmes en lien avec l'augmentation de l'OAT à 10 ans en France. Est-ce que ce nouveau calcul, ce nouveau calcul du taux d'usure, on a parlé à un moment de changement de méthode de calcul, c'est pas le cas, mais ce nouveau calcul du taux d'usure va selon vous apporter un petit peu une petite bouffée d'air en ce début d'année pour les crédits immobiliers? Bon, comme c'est le début de l'année, on va essayer d'être positif. Bien sûr. Ouais. Se dire que oui, ça va apporter clairement une petite bouffée d'air aux banques. Voilà, on va pouvoir passer des dossiers qui coinçaient un peu en cette fin d'année. Maintenant, on va être totalement réaliste et on va se dire que de toute façon, on sait très bien que les comités de taux des banques vont se réunir d'ici 10-15 jours et qu'elles vont coller évidemment à l'augmentation de l'usure. Donc, le blocage que nous connaissions en septembre, puis en novembre et en décembre, va de nouveau arriver avec forcément des refus à la clé, quoi. Il va de nouveau arriver parce que, pourquoi? Parce que c'est un sujet de financement pour les banques elles-mêmes et de coûts de financement pour ensuite proposer des crédits? C'est ça. Aujourd'hui, prêter de l'argent en banque coûte très cher. Donc, ce qui fait qu'elles voudraient prêter de l'argent, mais avec des taux qui seraient évidemment au-dessus de l'usure, ce qui fait que ce n'est pas possible, c'est illégal de faire ça. Donc résultat, elles doivent rester sous la barre de l'usure et forcément, ça leur coûte de l'argent. Ça, j'ai envie de dire, il y a combien de dossiers à peu près en proportion selon vous alors chez Artémis Courtage, j'imagine que vous n'avez pas forcément une vue sur l'ensemble du marché, mais qui ne passent pas à cause du taux d'usure aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut estimer à peu près à 30% des dossiers qui ne passent pas à cause de l'usure, ce qui est un taux qui est extrêmement fort, parce que pour une mesure, l'usure qui se veut protéger l'emprunteur, on va dire empêcher l'emprunteur d'emprunter, c'est quand même illogique. On a aujourd'hui, on le vit tous les jours, des ménages qui voient leur dossier refusé, alors que ce sont des ménages qui sont totalement solvables, mais parce que l'un des deux du couple a un certain âge, et puis quand je parle d'un certain âge, ça va être à partir de 40 ans, donc ça vient quand même relativement tôt. Bien sûr, il va y avoir un taux d'assurance qui va être un peu plus élevé et à cause de cela, il va y avoir un taux AEG, un taux effectif global qui va être plus fort que l'usure et donc il va y avoir un refus au bout. C'est toujours l'assurance ou c'est souvent l'assurance en fait qui vient faire bloquer le dossier en lien avec le taux d'usure Oui, en ce moment, oui, effectivement. Il y a le taux oui, en lui-même, bien sûr, pratiqué par l'organisme bancaire. Après, ça peut se négocier un peu. Il y a les frais de dossier bancaires qui peuvent se négocier un peu. Mais par contre, le taux de l'assurance, lui, évidemment, si vous avez un certain âge, si vous avez des problématiques de santé, c'est plus compliqué à négocier. Maintenant, il y a toujours des solutions de passer par des délégations d'assurance pour pouvoir évidemment baisser ce taux-là, tout simplement, quoi. Oui, parce que pour bien comprendre, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est-à-dire que je regardais là, avant notre discussion, l'OAT à 10 ans, il est aux alentours de 2,9 actuellement. Donc ça veut dire que quand une banque emprunte à la BCE, elle emprunte à 2,9. Et derrière, il faut rajouter donc potentiellement sa marge et ensuite cette assurance
l'assurance dont vous nous parlez et potentiellement également d'autres taux, notamment de gestion de dossier, par exemple. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, c'est-à-dire qu'une banque, quand elle achète l'argent, il faut qu'elle gagne aussi sa vie, forcément. Bien sûr, quoi. Et puis, évidemment, il va falloir rajouter en plus du taux d'intérêt les assurances, les frais de dossier, ce qui vient monter petit à petit le taux effectif global. Et quand on se rapproche de l'usure, forcément, c'est là où ça peut coincer. Donc, on a un sujet quand même d'accès au crédit immobilier d'un certain nombre d'épargnants, pas tous, mais en tout cas, on réduit un petit peu le nombre d'épargnants qui ont accès au crédit immobilier. Est-ce que si le taux d'usure était suffisamment remonté, ça réglerait le problème pour autant dans un contexte de hausse de taux global? Alors, ça réglerait évidemment le plus gros des soucis du moment, c'est évident, parce que c'est quand même le souci du moment, que les banques sont complètement bloquées à cause de ce taux d'usure. Mais le fait que les taux remontent, il y a un moment donné, indéniablement, un deuxième souci va se poser à nous. C'est-à-dire, on va retrouver les problématiques des normes HCSF, et notamment la problématique du 35% de taux d'endettement. Alors, c'est vrai que quand ces normes-là sont arrivées il y a maintenant un peu plus de 2 ans, le marché a assez bien appréhendé ces normes-là. On a réussi à trouver des solutions qui font qu'on n'a pas bloqué du tout le marché. Oui, le seul message qu'on entendait à ce moment-là, c'était pourquoi rendre ça obligatoire alors qu'on le fait déjà. Oui, c'est ce qui voulait dire que c'était quand même assez intégré. Les banques sont assez protectrices en France, donc c'est vrai que pour le coup, on n'avait pas tellement de soucis de solvabilité des ménages. Mais ces normes-là sont arrivées à une période où les taux étaient inférieurs à 1%. Là, aujourd'hui, les taux vont être supérieurs à 3%, ce qui, mathématiquement, quand vous avez un ménage qui emprunte, qui est à 34% de taux d'endettement, quand ils empruntent à 1%, forcément, le dossier va passer au-delà des 35% quand ils vont emprunter à 3 ou 3,5%. Donc là, pour le coup, après la problématique du taux d'usure, il va arriver ce problème, évidemment, de taux d'endettement. Qui lui aussi va faire bloquer un certain nombre de dossiers en lien donc avec le prix de l'appartement ou de la maison qu'on veut acheter et en lien avec qui pourrait remettre en cause le projet en lui-même. Qui peut remettre en cause le projet en lui-même. Donc ça va être soit évidemment sortir plus d'épargne, ça va être soit acheter plus petit. Bon, voilà, il y a des. Donc pas le bien qu'on a identifié, évidemment, d'accord. Évidemment. Alors, il n'empêche quand même que ces deux mesures qui ont pour objectif de protéger l'épargnant final. Donc, ça veut dire que, quelque part, elles sont là elles jouent leur rôle actuellement. Oui, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il suffit que vous ayez évidemment des problématiques d'état de santé. Ce n'est pas normal que sur un ménage qui est solvable, ce soit votre état de santé qui fasse que vous n'ayez pas votre crédit. Enfin, je veux dire, donc, évidemment, c'est très bien, on voit d'un très bon œil ce genre de mesures, mais c'est-à-dire qu'il y a des calculs, par exemple le calcul du taux d'usure, qui aujourd'hui est totalement archaïque. Le calcul du taux d'usure est fait sur la moyenne des 3 derniers mois, bien sûr, on ajoute 33%, mais c'est-à-dire que dans les fortes hausses de taux, il faudrait que ce calcul soit fait au mois le mois pour coller le plus au marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a toujours un train de retard, ce qui fait qu'évidemment, il y a un blocage des taux, des dossiers, et on arrive à des situations complètement rocambolesques. Bon, alors il y a eu effectivement des échanges, des échanges, en tout cas des demandes de changer la méthode de calcul du taux d'usure, c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Écoutez, on a fait la demande, visiblement ça n'a pas vraiment été entendu, mais on va continuer, c'est pas grave, on va se battre. Alors, si vous le disiez en début d'interview, on va essayer de commencer cette année 2023 avec quelques notes positives. Est-ce que, si on regarde l'année 2023 dans son ensemble, les perspectives que vous avez pour cette année, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment va se dérouler cette année, mais quelle est votre vision un petit peu pour cette année 2023 en matière de crédit immobilier? Alors déjà, si on fait le bilan de 2022, c'est vrai que quand on regarde 2022, on a cette sensation quand même, on va dépasser encore le 1 million de transactions, ce qui fait que ça reste quand même une très bonne année. Tous les dossiers n'ont donc pas été bloqués. Bien sûr, sauf qu'il faut bien distinguer le premier semestre avec le second semestre. Bien sûr. Là, l'année 2022 a été quand même très très bonne parce qu'elle a été sur un élan de fin 2021 plus le premier semestre 2022 qui ont été très bons. Mais par contre, effectivement, c'est le deuxième semestre qui n'a vraiment pas été évidemment en ligne avec les perspectives qu'on s'était fixées. L'année 2023 va être un peu l'inverse probablement de l'année 2022. C'est-à-dire que c'est le premier semestre qui risque d'être un petit peu compliqué. Et à partir du moment où on va régler évidemment ce problème de taux d'usure, on devrait quand même avoir des banques qui vont se décoincer parce que de toute façon, les banques, elles ont des objectifs à faire sur l'année 2023. Je discute tous les jours avec les banquiers et évidemment, ils ont des objectifs, donc ils sont très positifs. Et à partir du moment où cette problématique sera résolue, évidemment, on va repartir sur évidemment un train qui devrait être beaucoup plus sympathique. Donc on va avoir l'inverse de 2022 en 2023 avec un premier semestre un peu compliqué et un second semestre qui devrait être un peu plus serein. Si je reprends
votre image de train un peu plus sympathique, à quel niveau de taux pratiqué par les banques et de taux d'usure on arrive à un train sympathique, ou en tout cas un mécanisme de crédit immobilier qui redevient fluide? Là, aujourd'hui, une banque, si elle prête en dessous des 4%, perd de l'argent. Donc on sait très bien que c'est à partir du mois d'avril, avec le nouveau taux du mois d'avril, que là, clairement, on va avoir vraiment la situation qui va se décoincer. Donc on va se dire qu'aux alentours des 3,5-4, ça sera effectivement... qui restent quand même des taux très bas. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de taux à 1%, Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que quand on est à 3,5, on sait que quand on regarde le passé, des taux à 3,5, c'est quand même des taux qui sont extrêmement bas. Donc à 3,5, 4, on reste quand même sur des taux qui sont totalement logiques et qui vont permettre d'emprunter à ceux qui le souhaitent. Et ça, quand vous échangez avec des porteurs de projets, effectivement, une augmentation aussi rapide, finalement, on a encore le souvenir de 1%, voire en dessous, qu'on est aujourd'hui à 4%. C'est quelque chose qui est intégré par les porteurs de projets? Alors oui, ils ont forcément... certains nous amènent parfois des simulations qui ont ne serait-ce que 3-4 mois et puis... qui sont caduques. Qui sont complètement caduques, clairement. Ouais. Donc bon, voilà, ils savent bien, ils comprennent. Évidemment, ça c'est votre rôle aussi de journaliste, d'informer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils ont accès à l'information et ils se rendent bien compte que le marché a complètement changé et que le contexte sanitaire, géopolitique fait que l'inflation fait que voilà, la vie a complètement changé depuis quelques mois. Alors, vous êtes un professionnel du courtage, du crédit immobilier. Là, je vais élargir un peu ma question, qui est si on a des taux un peu plus élevés, donc potentiellement des projets qui doivent être revus un petit peu à la baisse en matière de surface en mètre carré ou autre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on paye un peu plus cher son crédit, mais un peu moins cher le logement qu'on veut acheter? C'est la logique des choses, normalement, quoi. Sauf qu'en France, on a quand même toujours une problématique de logement. Donc, la logique voudrait que les prix baissent, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on a une petite correction d'à peine 5%. Une correction, c'est pas une baisse, clairement. Donc, on estime quand même que sur l'année 2023, on devrait avoir une baisse entre 10 et 15%. Est-ce que ça va suffire à compenser un taux qui est passé de 1 à 4 ? Ça, c'est pas sûr du tout, quoi. Donc, voilà. Mais c'est fatal. On va avoir une baisse des prix en 2023. C'est encore faut-il voir si elle sera uniforme ou si elle ne concernera que certaines zones aussi, ce qui va être un autre questionnement, j'imagine sur cette année. Je comprends donc qu'il y a quelques semaines de bouffée d'air et qu'ensuite, le problème que vous avez connu en décembre va se reposer finalement pour février. Ça va être une année sportive, oui. Ça va être une année sportive. Merci beaucoup, Xavier Lacombe, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.